Bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent, celles et ceux qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Voici notre sommaire. À quelques heures de la fin de l'Euro de football, on va découvrir comment l'intelligence artificielle se met au service des joueurs et des clubs pour améliorer leur performance et prévenir les blessures. Dans Smart Money, notre chronique sur les placements d'avenir, on explore le marché des Smart Cities, les villes de plus en plus connectées. Il y en a 25 officiellement répertoriés en France aujourd'hui. Smart Connect qui nous plonge chaque semaine dans les mutations du e-commerce. Je vous présenterai TwicPix et son service de traitement d'images en temps réel. Et puis dans la seconde partie de l'émission, on va explorer tout ce que la numérisation, la digitalisation peut améliorer dans les services de gestion de l'eau. Mais d'abord, le foot se connecte. Bienvenue dans le futur. L'intelligence artificielle au service du football, c'est le sujet de la semaine dans ce Smart Future. Pour en savoir plus, j'accueille Patrick Metzger, bonjour, bienvenue, vous êtes le président de Goaltime, Sylvain Ract, président de Footbar et Hugo Bordigoni qui est cofondateur de Skill Corner. Bienvenue à tous les trois. Je vais peut-être vous demander de présenter vos entreprises. Pour commencer, Goaltime, ça s'adresse à qui? Aux éducateurs peut-être? Alors Goaltime, oui, c'est une solution effectivement de gestion de la performance au niveau du football amateur et avec une cible particulière qui sont les éducateurs et les coachs d'équipes amateurs. Comment ça marche? Vous avez les produits? Alors en fait, c'est basé sur un capteur qui se positionne. Donnez-le-moi, je vais le montrer. Qui se positionne au niveau de la cheville. Ok, d'accord. Par le biais d'un strap. Donc il se met dans un strap et ça se positionne au niveau de la cheville. Sous les chaussettes, quoi. Ça peut se mettre sous la chaussette ou par-dessus la chaussette. D'accord. Et c'est ça qui recueille les données. Sylvain Ract, avec Footbar, le joueur toujours aussi passionné, mais alors beaucoup moins rapide que je suis, pour avoir ses propres stats. C'est ça ce que vous proposez? Exactement. On est aussi sur un capteur proche de celui de la solution Goaltime qui se porte autour de la jambe. Et l'intelligence artificielle qu'on a conçue comprend tout ce qui se passe dans le match et permet aux joueurs d'avoir ces statistiques comme dans le jeu vidéo FIFA. Donc on va pouvoir se comparer avec tous ses potes qui jouent et savoir qui court le plus vite, qui frappe le plus fort et si on joue plus dans le style de Neymar ou de Jérémy Morel par exemple. Oui, donc vous vous placez vraiment dans les codes du jeu vidéo. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, notre cible, c'est les jeunes. Il y en a qui ont commencé à jouer à FIFA avant même de mettre un pied sur un terrain. Donc eux, ils comprennent directement l'enjeu et il y en a qui veulent plus aujourd'hui jouer au foot s'ils n'ont pas leur stat à la fin. D'accord. Hugo Bordigoni, donc là on est dans le monde du football pro avec vous, hein, c'est ça. Quelle solution vous proposez au club pro? Donc voilà, nous les deux différences par rapport aux deux autres, c'est qu'on est dans le monde pro et on n'utilise pas des capteurs, on utilise la vidéo. D'accord. Donc nous, on produit aussi de la donnée, on collecte de la donnée, mais cette fois-ci à partir de vidéos et d'algorithmes de vision par ordinateur qui vont être capables de détecter les joueurs, de les reconnaître, de savoir exactement où est-ce qu'ils sont positionnés sur le terrain. Donc vous digérez je sais même pas, des centaines, des milliers d'heures de matchs, c'est ça? Oui, alors on couvre à peu près 15 000 matchs par an, donc sur 33 ligues, que ce soit en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, etc. Et donc toute cette donnée, ensuite, on la valorise auprès de clubs, donc on la vend à des clubs essentiellement sur des problématiques de recrutement, pour leur permettre de mieux recruter, mieux trouver la prochaine pépite du football mondial. Parce que vous avez des données et des stats sur combien de joueurs? Vous l'avez évalué ça? Ouais, on a des données sur à peu près 20 000 joueurs. Et donc n'importe quel recruteur peut en un instant récupérer de la donnée sur 20 000 joueurs, donc ça va de la Colombie à la Croatie en passant par les États-Unis. Alors vous mettez de la technologie et de l'intelligence artificielle dans le football. Au-delà de ce que vous proposez les uns et les autres, on va essayer d'élargir un peu la réflexion. Est-ce que ça a par exemple des conséquences sur le matériel? C'est-à-dire, est-ce que les équipementiers commencent à penser leur matériel en intégrant des capteurs, en intégrant ou en faisant évoluer même leur matériel en fonction des données que vous pouvez récupérer les uns et les autres? Oui, clairement, je crois que des équipementiers qui sortent des capteurs, intégrés peut-être dans les chaussures, etc. Ouais. Au niveau des équipementiers, nous, on essaye de travailler avec des équipementiers, notamment pour intégrer peut-être, au lieu d'avoir un strap, que ce soit directement conçu et que ça permette d'être mis directement dans la chaussette du footballeur. Voilà, enfin, effectivement, je pense que l'évolution d'un point de vue matériel ou équipement va fortement évoluer. Oui, ça, c'est clair. Sylvain Ract, là-dessus?
Il y a déjà des chaussures, par exemple, qui évoluent parce que les équipementiers ont tenu compte des données et peuvent tenir compte des données des joueurs. Tout à fait. L'équipement, c'est quelque chose de vivant. Moi, quand je suis né, il y avait déjà des chaussures à crampons, mais quand mon père a commencé le foot, il n'y avait pas de chaussures à crampons. Ouais. Aujourd'hui, ça nous paraît une évidence, mais ça dépend du contexte. Et aujourd'hui, les jeunes, ils naissent effectivement avec un smartphone dans la main, donc il n'y a aucune raison que leur équipement de foot, il ne s'adapte pas à ces nouvelles contraintes. Mais Hugo Bordino, pour les joueurs pros, je crois qu'il y a même les chaussures où les crampons vont être positionnés différemment en fonction du profil du joueur, c'est ça? Alors ça se fait beaucoup dans le rugby. Ouais. Ils vont mettre des capteurs au niveau du crampon pour vraiment estimer la charge, le risque de blessure en temps réel, etc. On voit aussi des capteurs arriver dans les ballons, traquer le ballon. Donc c'est Adidas qui fait, sûrement d'autres équipementiers qui vont faire un ballon connecté. Lui. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer un équipement qui... Alors, je parle des pros, et puis après, en général, c'est toujours comme ça que ça marche. Ça démarre par le foot pro, puis ensuite, ça se diffuse de plus en plus vers le sport amateur. Est-ce qu'on peut imaginer une tenue, un équipement qui sera de plus en plus sur mesure, c'est-à-dire adapté à la morphologie du joueur, à sa capacité d'accélération, au nombre de courses à haute intensité qu'il peut faire? Oui, il y a des acteurs qui vont travailler aussi sur des maillots qui vont mesurer la sudation et des paramètres vraiment plus physiologiques. Donc on va vraiment dans cette direction-là. Après, nous, c'est pas trop notre domaine parce qu'on le fait de façon externe avec de la vidéo, mais ça bouge dans tous les sens. Ouais. Patrick Metzger, là-dessus, est-ce que vous imaginez, parce qu'on aime bien dans cette émission se projeter un peu à 10 ou 20 ans, parce qu'on voit ça par exemple pour la course à pied. Il y a quand on achète une paire de chaussures de course à pied, il y a différents profils qui sont proposés. Je ne sais pas si c'est vrai aussi pour par exemple les chaussures ou les équipements de football. Alors aujourd'hui, même pour le football amateur, ça peut être disponible, notamment au niveau des semelles qui sont mises dans les chaussures de foot. Ouais. Effectivement, il y a des semelles qui peuvent évidemment être faites sur mesure. Oui, ça d'accord, oui. Donc effectivement, je pense que l'évolution de ce que vous venez de dire en termes d'évolution d'équipement, il y a toujours un temps jusqu'à ce que ce soit mis à disposition du football amateur. Parce qu'effectivement, il y a des coûts quand même qui sont pas neutres de s'équiper. Je prends les solutions qu'utilisent les clubs pros aujourd'hui pour mesurer la performance de leurs joueurs, que ce soit au travers de balises GPS, etc. C'est des choses qui ne sont pas accessibles au niveau du foot amateur pour des raisons de coût, évidemment. Mais alors vous, quelles données récupèrent les éducateurs en fait? Alors, ce qu'ils récupèrent au travers de GoalTime, c'est les performances physiques, c'est-à-dire le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de courses à haute intensité, le nombre de jogging, etc. Et surtout aussi le nombre de ballons touchés. Et collectivement, en fait, c'est un impact Keep a Note, c'est que ça permet de mesurer en fait l'impact du joueur à la fin du match sur le collectif de l'équipe. Donc on peut dire effectivement que tel joueur a fait tant et tant de passes vers tel autre joueur et ça permet de déterminer les circuits de passe préférentiels. Donc ça donne en fait des indications quand même relativement intéressantes pour un éducateur. Oui, il peut en tirer des leçons tactiques. Il peut en tirer des leçons tactiques. Alors ça ne fait pas tout, mais ça confirme des sentiments qu'il avait durant le match, en tout cas. Et ça permet de faire une analyse, je dirais, plus à tête reposée après le match. Vous voyez ? Et donc ça, effectivement, c'est des notions intéressantes. Ça permet aussi, si l'éducateur l'utilise sur une saison complète, de voir l'évolution à la fois individuellement du joueur, mais aussi collectivement de l'équipe. Sylvain Recht, on voit des jeunes qui rêvent de devenir pro, qui commencent à s'évaluer de plus en plus précisément avec des outils comme les vôtres. Oui, tout à fait. On a été nous-mêmes surpris par l'utilisation. On s'est dit que notre produit allait être utilisé 2-3 fois par semaine pour les gens qui sont à fond. Aujourd'hui, on a des joueurs qui font 20 km de footing le matin, plus une séance de foot dans l'après-midi. Ils sont complètement fous du produit. Et donc, on voit vraiment que... Alors déjà, ils ont le temps, effectivement, de jouer. Peut-être que le confinement a aidé ces derniers temps. Mais surtout, ils ont une pratique qui est vraiment très forte et qui se professionnalise dès l'adolescence. Alors, l'entonnoir est toujours le même, hein. Il faut leur dire quand même. Ouais, il y a toujours aussi peu de place pour devenir pro. Donc, bon... C'est un petit risque quand même. Alors évidemment, on ne leur permet pas, enfin, on leur propose pas de tout miser dessus, mais en tout cas, on leur donne des outils qui leur permettent de s'évaluer assez rapidement. De se donner les moyens de leur ambition. Hugo Bordigoni, je reviens vers vous pour savoir précisément les infos que vous fournissez à un staff technique. Parce que là, on est effectivement, vous nous l'avez expliqué, des dizaines de milliers d'heures de matchs filmés, analysés, 20 000 joueurs sous fiche. C'est quel type d'infos ? Alors en fait, on a deux types d'infos assez différentes parce qu'on travaille avec deux types de clubs. Donc ça va des
plus grands clubs comme Liverpool, le FC Barcelone, qui eux vont avoir des équipes internes avec plusieurs data scientists qui connaissent la donnée. Donc à eux, on va leur fournir 1 million de points de données qui représentent la position des joueurs à tous les instants du match. Donc les joueurs, c'est ce qu'on appelle le tracking. Donc les joueurs sont traqués au cours du temps. Et ils ont ces équipes en interne qui savent, à partir des données de tracking, de faire une décision. Comment je dois jouer mon prochain match, quel joueur je dois recruter. Et après, on a beaucoup d'autres clubs qui n'ont pas ces moyens-là, qui ne peuvent pas avoir 10 analystes dans le staff et qui vont être intéressés par une info plus simple à utiliser. Et ça peut être notamment la donnée physique. Donc, quelle est la vitesse maximale de ce joueur, quelle est la distance parcourue par ce joueur, le nombre de sprints, le nombre d'accélérations. Et ça parle à tout recruteur. Est-ce que ça concerne aussi et ça intéresse aussi le staff médical ? Alors, nous, on parle beaucoup au recrutement, mais on se rend compte un peu par hasard que notre donnée, en fait, elle est utilisée par d'autres personnes aussi dans les clubs. Donc, on a du mal à le savoir, mais on a eu quelques discussions. Par exemple, on voit que Leeds, et pour ceux qui connaissent le foot, est archi dominant physiquement. Donc c'est un club anglais. Hein. Un club anglais qui vient de monter en première ligue. Et physiquement, c'est extraordinaire avec un entraîneur qu'on connaît parce qu'il est passé par Marseille, par Lille, qui s'appelle Bielsa. Entraîneur argentin. Exactement. Surnommé le loco, donc peut-être un peu fou. En tout cas, qui demande beaucoup d'efforts physiques à ses joueurs. Qui demande énormément d'efforts physiques. Et en effet, on le voit sur notre donnée. Et là, on a des gens dans le club qui nous ont demandé « Oh là, mais ça nous intéresse vachement de pouvoir nous comparer avec un club en Italie, avec un club en Espagne, pour voir comment on se compare et est-ce qu'on travaille bien. Est-ce que, alors je pense que c'est pas ce que vous proposez, mais on peut pousser la logique, c'est-à-dire que ça peut être un outil, l'intelligence artificielle et l'analyse de ces données que vous récupérez, ça peut être un outil d'anticipation, de prévision d'éventuelles blessures, de dire attention, ce joueur-là, il est à la limite de la rupture. Voilà, alors nous, on commence à se diriger vers là parce qu'il faut beaucoup de données et beaucoup de données historiques pour pouvoir remonter avant et voir, mais on s'est intéressé à quelques blessures de joueurs, notamment la blessure de Coman il y a quelques années. Et en effet, on perçoit des choses sur la donnée où les semaines avant une blessure, on arrive à percevoir quelques signaux. Bon, alors il nous manque beaucoup de données pour arriver à le valider, mais en effet, ça va être utilisé comme ça dans le futur. Mais ça veut dire que vous renseignez un club pro sur sa propre équipe, mais aussi sur les adversaires. Comment ça marche ? Ouais, alors nous, en fait, sur leur propre équipe, ils ont souvent d'autres données, notamment via du GPS, par exemple, ou des systèmes avec des capteurs. Nous, notre grosse valeur ajoutée, c'est de leur donner de la donnée sur un joueur argentin qui les intéresse, un joueur en Croatie qui les intéresse. Donc, en effet, c'est beaucoup au recrutement. D'accord. Est-ce que vous rêvez d'un système où on filmerait les... ça existe déjà, hein, je sais qu'il y a des opérateurs de taille amateur, on va dire, mais qui filment les matchs avec des systèmes de caméra simplifiés et automatiques. Est-ce que vous rêvez d'un système où on aurait comme ça, en plus de ce que vous proposez, finalement, le film du match, les données du match, le joueur en action ? C'est évident qu'on va vers ça. Il y a énormément de startups, notamment au sein de la Sportech, qui essaient de mettre en place des technologies comme ça. Alors, est-ce qu'on va filmer l'intégralité du match et le regarder en live comme le foot pro? Est-ce qu'on le regardera le soir ou alors est-ce qu'on va se contenter des meilleurs moments Pour l'instant, c'est plutôt les meilleurs moments qui sont proposés, avec souvent des partenariats avec les clubs ou les fédérations d'ailleurs. Ouais, ça dépend des solutions. Il y a vraiment les trois approches qui existent sur le marché. Donc moi-même, en tant que footballeur, j'ai hâte de voir laquelle va... Mais est-ce qu'on pourrait coupler votre technologie avec celle-là ? Absolument. On peut imaginer typiquement que sur une vidéo d'un but, on a une incrustation avec la frappe de balle qui est affichée en direct sur le but. Sur les déplacements des joueurs, on peut rajouter les statistiques. Ça peut être vraiment intéressant. Comment vous imaginez-vous, Patrick Metzger, la suite? Là, je disais tout à l'heure, on se projette dans 10 ou 20 ans. Jusqu'où ça peut aller, l'environnement technologique d'un club amateur, hein, je parle du club amateur. Dans le club amateur, aujourd'hui, effectivement, il y a des systèmes de captation vidéo qui sont tout à fait accessibles à des clubs amateurs et qui permettent effectivement, combinés avec des solutions comme GoalTime, d'avoir déjà un maximum de données possibles. Donc effectivement, je pense qu'on va aller vers des cellules, entre guillemets, ou des spécialistes aussi dans des clubs amateurs qui vont analyser un certain nombre de données. Alors les clubs amateurs, je suis président d'un club de foot dans l'Est, et
l'intérêt en fait aussi de mettre en place ce genre de solution, c'est que ça permet de suivre un joueur dans sa progression sur plusieurs saisons. Et effectivement, le rôle d'un club comme le nôtre, par exemple, là je prends la casquette du président de club, c'est effectivement d'accompagner et de donner les outils qui permettent de mesurer la progression et la validation des acquis, tout simplement au niveau technique de base du football. La glorieuse incertitude du sport, on en fait quoi? Elle est toujours là? Elle est toujours là et on espère qu'elle soit toujours là, évidemment, bien sûr. De toute façon, aujourd'hui, les outils tels qu'ils sont présentés aujourd'hui ici, avec toutes les solutions qui existent, il y a toujours un élément moteur quand même qui est essentiel, c'est le coach de l'équipe. Que ce soit un éducateur ou un coach d'une équipe senior, ça reste quand même l'élément moteur de base et qui donne quand même l'impulsion. Après, il s'appuie effectivement sur un certain nombre de données factuelles qui sont issues de capteurs ou de la vidéo. Mais le rôle du coach restera un élément fort dans le foot. C'est la capacité de fédérer son équipe, la capacité de construire un jeu d'équipe. Et voilà, ça restera. Alors, ça restera, mais quand même, on va en parler juste après la chronique. Je vais vous demander de rester avec moi, Hugo Bordigoni, parce qu'on va vraiment être sur le foot pro. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On va en parler tout de suite avec la chronique d'Olivia Hierret-Dobré, Horizon 2040, où on va se concentrer sur un club qui s'appelle Liverpool, club anglais, et un géant d'Internet. Et d'ailleurs, évidemment, c'est Google. Je crois que vous avez conseillé Liverpool aussi, on va parler de ça. Horizon 2040, c'est donc la chronique d'Olivia Hierret-Dobré. Bonjour Olivia. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous retrouver. Donc on parlait des clubs pro, c'est vraiment dans cet univers que vous nous emmenez avec l'intelligence artificielle et ce logiciel qui est capable d'améliorer les performances des joueurs, mais même en cours de match. Oui Thomas, et si l'on pouvait prédire la trajectoire d'un penalty en fonction du poste qu'occupe un joueur? Eh bien, c'est l'une des solutions d'intelligence artificielle développées par la société DeepMind en partenariat avec le club de Liverpool en Angleterre. Objectif, créer un assistant virtuel pour aider l'entraîneur de l'équipe à affiner son choix quant à la tactique ou aux joueurs qu'il souhaite titulariser. Pour cela, DeepMind a récolté les données de tous les matchs du club de 2017 à 2019 et, à partir de l'analyse de vidéos et de trackers GPS, enregistré tous les mouvements des joueurs et du ballon, ce qui a permis de faire ressortir des éléments récurrents qu'un entraîneur humain ne peut pas percevoir. Alors ça rejoint ce que nous disait Hugo tout à l'heure. Cette intelligence artificielle, elle établit des projections sur ce qui pourrait se passer pendant les matchs. C'est ça c'est ce que propose DeepMind. Tout à fait Thomas. Elle est capable de prédire comment les joueurs réagiront dans une situation particulière. Par exemple, si une passe en profondeur est effectuée, eh bien, le logiciel établit une trajectoire fantôme différente en fonction du style de chaque footballeur. Ces trajectoires alternatives sont superposées à ce qui s'est réellement déroulé. Elles peuvent donc servir de comparaison et de modèle. Et l'analyse faite par ces algorithmes permet d'améliorer la tactique pour l'entraîneur, c'est ça? Oui, par exemple, lors des dernières Ligues des Champions et Ligue Europa, DeepMind a analysé plus de 12 000 pénaltys tirés. Les joueurs ont ensuite été classés par catégorie en fonction de leur tactique de jeu. Conclusion, eh bien, les attaquants visent davantage dans le coin inférieur gauche des cages, tandis que les milieux de terrain ont tendance à tirer plus indifféremment dans les coins gauche et droit. Le logiciel est à présent capable de prédire dans 96% des cas à quel endroit un penalty sera tiré en fonction du tireur. Alors, je ne sais pas si ça intègre la fatigue des joueurs, parce qu'on a vu que l'équipe suisse, quand elle était plus ou moins fatiguée, elle réussissait ou pas ses penaltys. Bref, ça c'est des mauvais souvenirs qui me reviennent. Est-ce que cette intelligence artificielle, elle va finir par remplacer l'entraîneur? Question centrale, évidemment, qu'on pose à chaque fois qu'on parle des robots ou de l'intelligence artificielle. Eh bien non, selon DeepMind, mais elle peut vraiment faciliter leur travail, tout comme celui des joueurs. Une de ces fonctionnalités détecte d'ailleurs leur performance et leur état de fatigue. Eh bien, et toutes ces informations sont précieuses pour les entraîneurs qui peuvent, dans ce cas, lui recommander une mise au repos avant qu'il ne se blesse. Et est-ce que toutes les équipes peuvent utiliser ce logiciel? Alors, a priori, oui, mais c'est avant tout un projet de recherche. La société espère qu'au cours des 5 prochaines années,
elle puisse développer des assistants entraîneurs vidéo automatisés qui analysent l'avant et après match et même conseillent des changements de jeu à la mi-temps après avoir visionné la première moitié du match. Alors, certains pourraient regretter une perte de spontanéité. Vous savez, cette magie de l'incertitude, comme dans ce fameux huitième oui. final, Là, il y avait de nous a l'incertitude. tous brisé le cœur au final, France-Suisse, mais c'est aussi ça qui fait tout le charme de football. Alors, Hugo Bordigoni, vous vous placez où parce que vous avez travaillé avec Liverpool, donc par rapport à DeepMind, c'était en même temps, c'est quoi la différence en fait? On travaille toujours avec Liverpool. Ouais. Là, c'était vraiment, avec DeepMind, c'était vraiment un projet de recherche visant éventuellement à l'appliquer sur des vrais matchs. Nous, on est plus dans la partie production de la donnée dont DeepMind peut avoir besoin pour appliquer ces modèles d'intelligence artificielle. Et cette donnée brute, elle peut venir de nous ou elle peut venir de GPS utilisés par Liverpool à l'entraînement, par exemple. Donc on est assez complémentaires finalement. Ouais. Mais là, parce que je posais la question tout à l'heure sur la glorieuse incertitude du sport, je reprenais la formule. Là, on a quand même, on peut imaginer un data analyst sur le banc de touche, quoi. Ouais. Si on se projette, enfin c'est quasiment déjà là, donc si on va un peu plus loin. On va vraiment dans cette direction maintenant. Alors bon, il y a un aspect qui restera toujours, c'est l'aspect psychologique. Oui. On le sait, que que ça soit un recrutement, que ça soit une composition d'équipe, l'aspect psychologique est super important. Et ça, c'est vraiment le rôle de l'entraîneur. Et je pense pas que ça ait vocation à disparaître. Donc nous, on est plus là pour donner des indicateurs clés qui vont aider le club à prendre une bonne décision, parce que le club, on parlait des 20 000 joueurs qui sont accessibles dans notre base de données. Un club n'est pas capable de regarder 15 000 vidéos sur 20 000 joueurs par an. Donc nous, on leur prémâche le travail, mais in fine, la décision, c'est eux qui la prennent. Tiens, je voudrais terminer, c'est pas exactement votre domaine, mais quand même, on est dans l'analyse d'images sur tous les débats autour de l'assistance vidéo. Là aussi, on est dans ce que la technologie peut apporter, ou en tout cas comme évolution au football professionnel. Par exemple, le penalty qui qualifie l'Angleterre contre le Danemark, on a beau regarder l'image sous 5 angles différents, on n'est pas convaincu qu'il y ait eu contact ou pas. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait permettre d'aller plus loin encore ? Alors, on voit qu'il y a des choses qui marchent très bien. La goal line technologie, j'ai rarement vu des gens se plaindre de la goal line technologie. C'est bien, c'est rentré dans les mœurs. Je pense. Donc ça, c'est voir si un ballon a passé ou non la ligne de but. Et c'est très objectif en fait. Il est passé ou il n'est pas passé. C'est binaire. Donc ça marche bien. Les décisions arbitrales, on sait que c'est pas objectif. Alors apparemment, il semble y avoir eu contact entre avec Sterling, mais est-ce que c'était là où je vous pose la question, c'est est-ce que l'intelligence artificielle peut permettre en 10 secondes de dire oui, on sait qu'il y a eu contact? J'ai du mal à le dire. Moi, j'y crois pas complètement. Alors, je crois énormément en l'intelligence artificielle, mais avec une certaine limite in fine. Là, il y a quand même vraiment une notion d'appréciation de l'arbitre. L'humain, je pense, est important à ce niveau-là, dans tout ce qui est appréciation. Eh ben, on va garder cette phrase pour terminer, que l'humain est important, évidemment, et va le rester. Merci beaucoup, merci. D'avoir participé à ce débat. Merci Olivia. À tout à l'heure. On passe à Smart Money avec le marché des Smart Cities au programme. Il y a du smart partout. Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Smart Money avec nous en visioconférence aujourd'hui, Antoine Fraisse-Soulier qui est responsable de l'analyse des marchés chez eToro France. Bonjour Antoine, vous nous parlez des Smart Cities aujourd'hui. Alors c'est le thème de notre seconde partie chaque semaine, donc vous êtes vraiment au cœur des thématiques de l'émission. Mais c'est vrai que la définition d'une Smart City, c'est pas si simple. Oui, en effet, c'est vrai qu'établir une définition qui fasse consensus, c'est pas forcément évident. Alors, c'est vrai que la Smart City, la ville intelligente, se définit généralement comme un espace urbain construit pour être connecté et intelligent grâce à l'utilisation et à l'analyse du big data, c'est-à-dire de nombreuses données qu'on peut disposer. Alors, la Smart City est aussi une ville pensée pour être respectueuse de l'environnement et plus juste socialement. Quand on parle de Smart City, il faut ici préciser que ce n'est pas uniquement des villes, ça peut être un immeuble, des quartiers ou même une agglomération. Alors c'est quoi les piliers, si j'ose dire, d'une Smart City ?
Eh bien, il y a 3 piliers essentiellement. Le premier, c'est les infrastructures publiques, c'est-à-dire les bâtiments, le mobilier, la domotique. Ensuite, il y a également les réseaux, c'est très important, les réseaux électriques, gaziers, télécoms. Et enfin, le troisième pilier, c'est les transports. Vraiment, Smart City se base aussi sur des transports facilités, donc des routes conçues pour les voitures autonomes, des mobilités dites douces, vélo, marche à pied, trottinette. Et puis il y a une idée de transparence aussi pour que ça fonctionne. Effectivement, c'est vrai que la transparence des données, c'est-à-dire l'open data, est vraiment obligatoire pour améliorer notamment les transports avec en fluidifiant la circulation par exemple, pour augmenter l'efficacité énergétique aussi, et aussi pour la surveillance, c'est-à-dire que la vidéosurveillance est aussi au cœur des Smart Cities. Qui sont les acteurs du marché aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'aucune entreprise n'est capable d'assumer seule dans sa globalité un projet de Smart City. Chacune apporte sa compétence. Alors en France, on a plusieurs leaders selon les domaines d'activité. Par exemple, dans tout ce qui est télécommunications, on va retrouver des sociétés comme Google, par exemple, qui est au cœur de cela. Dans les transports, on va retrouver des sociétés comme Cityway ou Geodis, et aussi des constructeurs automobiles. Audi est un précurseur aussi dans les Smart Cities. Tout ce qui est services urbains, on va retrouver les géants français de l'énergie comme EDF, Schneider Electric ou encore Veolia. Et pour terminer, bien évidemment, la construction qui est très importante. Et là, ce sont aussi des leaders comme Vinci ou Bouygues. Vous parliez de Schneider Electric, c'est vraiment un acteur majeur qui a une vision peut-être un peu différente ? Oui, effectivement, c'est vrai que Schneider Electric est un acteur majeur qui s'est engagé très tôt auprès des villes pour anticiper leur transformation. Le groupe a plutôt une approche transversale, il va nouer des partenariats avec plusieurs acteurs comme des industriels, des urbanistes, des architectes, pour accompagner justement la transformation des villes en villes intelligentes. Alors on fait vraiment un zoom sur la France. Quels sont les chiffres clés ? Aujourd'hui, on compte 25 communes qui développent des services intelligents et sont qualifiées par les pouvoirs publics comme Smart City. Alors, il n'est pas nécessaire d'être une grande métropole pour être une Smart City. Il y a plus que 23 des 25 communes fait moins de 250 000 habitants. Il y a un classement, il y a un podium ? Effectivement, il y a un podium de ces Smart Cities en France. Alors, la numéro 1, c'est Lyon, qui est l'épicentre des réseaux intelligents. Ensuite, il y a Nantes, qui est pionnière dans l'open data. Et en troisième position, on trouve Montpellier, qui est aussi un des leaders dans la gestion de la consommation énergétique. Alors, est-ce qu'il faut investir ? Est-ce que le marché promet ? Eh bien, selon l'Observatoire de la ville connectée, la Smart City est un marché prometteur. En 2019, on évaluait ce marché à 773 milliards d'euros. Et c'est un marché qui devrait croître de 20% par an sur la période 2020-2025. Lorsqu'on parle de Smart City, bien évidemment, on parle aussi d'investissements technologiques. Et c'est vrai que les investissements en 2019 étaient de 80 milliards d'euros, et en 2025, on anticipe plus de 150 milliards d'euros. Donc on voit effectivement que l'investissement technologique est très important. Et il y a aussi des domaines dans lesquels on investit dans les Smart Cities, notamment la vidéosurveillance, c'est très très important, c'est un des domaines, des dépenses les plus importantes. Il y a également les transports publics et l'éclairage, aussi l'éclairage intelligent grâce aux objets connectés. Et c'est vrai que les objets connectés, l'IoT, ils sont vraiment indispensables pour le développement des Smart Cities. Ils couvrent à la fois des infrastructures publiques comme des routes, des ponts, l'éclairage, mais aussi les réseaux électriques et la vidéosurveillance. Donc on voit que l'investissement dans ce type de technologie est vraiment voué à augmenter dans les prochaines années. Merci Antoine Fraisse-Soulier. Je rappelle que vous êtes responsable de l'analyse de marché chez eToro France. À très bientôt. On passe à Smart Connect avec TwicPix et son service de traitement d'images en temps réel. Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount. Smart Connect, les mutations du e-commerce avec nous. Il est en visioconférence, Florent Bourgeois, le président de TwicPix. Bonjour, bienvenue. Vous l'avez créé quand et c'était quoi votre idée de départ ? Bonjour Thomas.
TwigPix, jeune société, parce que créée en 2018 et créée au départ parce que c'est une société qui a été fondée par trois techniciens, on va dire, du web qui ont simplement souhaité résoudre un problème qu'ils avaient au quotidien, c'est-à-dire la problématique de comment je fais pour gérer mes images, comment je fais pour gérer mes vidéos sur le web, pour aller parler à tout ce monde hétérogène auquel on doit s'adresser aujourd'hui, c'est-à-dire les tablettes, les smartphones, les ordinateurs à la maison avec des qualités réseau différentes. Voilà, donc tout l'enjeu, c'était de travailler sur ce métier du traitement de l'image, traitement des médias en temps réel pour le web. Et l'idée, c'est d'arrêter de faire des compromis pour les entreprises, pour les marques, entre la qualité de l'image et leur performance sur le web. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Aujourd'hui, les éditeurs de sites web sont, comme vous le disiez, toujours dans la recherche d'un compromis, c'est-à-dire évidemment, tout le monde cherche à envoyer des images avec la meilleure qualité visuelle possible parce que quand on parle de e-commerce ou même dans les médias, l'enjeu, on sait très bien que l'image est un vecteur soit de vente, soit d'engagement qui est très, très, très important. Mais parallèlement à ça, on sait aussi qu'envoyer de la super qualité sur le web, ça a souvent une contrainte de poids, de taille et donc de performance, c'est-à-dire de temps d'affichage. Et quand on sait que le fait de délivrer des images ou des médias trop lourds, ça va impacter le temps de chargement et que ce temps de chargement va impacter le fait que les gens vont quitter les sites web, voilà, on comprend bien l'intérêt qu'il peut y avoir pour tous les acteurs qui font du business sur Internet d'adresser cette problématique de manière vraiment efficace. Ça représente pour vous combien d'images qui sont, je sais pas, par mois traitées, redistribuées par TwigPix ? Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je crois qu'on délivre un peu plus de 3,5 milliards d'images par mois pour nos clients. C'est qui vos clients d'ailleurs ? Alors nos clients, c'est des clients de toute taille. Je peux vous citer, si on commence par exemple par les gros, on travaille avec des gens comme La Redoute, comme Céline LVMH, comme L'Oréal, comme Franprix, ce genre de clients-là, de grands clients, mais ça peut aussi être des startups. Voilà, donc des gens qui sont plutôt des e-commerçants, plutôt des médias, plutôt des gens qui font finalement du business sur Internet et dont l'image est un vecteur de vente ou d'engagement. Et voilà. Mais comme on a un business model qui est basé sur la consommation, finalement, on peut séduire à la fois des clients de petite taille et des clients de grande taille en apportant la même qualité de service à chaque fois. Mais comment ça marche ? Parce que vous nous l'avez dit, l'idée c'est d'adapter l'image aussi à chaque appareil qu'on peut nous utiliser. Vous faites quoi ? Vous compressez l'image ? Comment vous faites pour la compresser sans perdre de qualité ? Expliquez-moi un peu. En fait, toute l'innovation réside dans le fait qu'on va être en capacité d'analyser le contexte de l'utilisateur final. Donc celui qui vient sur un site web, l'internaute, on va analyser son contexte à lui, donc c'est-à-dire sa qualité réseau, on va analyser sur quel navigateur il est en train de consulter le site, sur quel device il est qu'il est sur un mobile, sur une tablette, un ordinateur, et quelle résolution par exemple d'écran il a chez lui. Ça c'est le premier élément, et on va également analyser le contexte de chaque image dans la page. Tout l'enjeu, c'est que derrière, on va délivrer finalement une image qui va être automatiquement sur mesure pour chacun des internautes, de manière à toujours aller vers cette exigence de à la fois qualité et de performance en fonction de tous ces éléments de contexte. On termine avec cette levée de fonds, 1 200 000 euros l'an dernier, pour évidemment accompagner, accroître votre développement. Avec quelle stratégie ? L'enjeu pour nous, c'est évidemment déjà de conquérir ce marché français qui est encore devant nous aujourd'hui, et évidemment rapidement de se diriger aussi à l'international. Donc voilà, aujourd'hui, on a encore beaucoup de choses à construire, beaucoup de choses à prouver aussi. Donc voilà, l'enjeu de cette levée de fonds, c'était de nous mettre le pied à l'étrier et ensuite pouvoir aussi faire parler de cette solution et la porter à la connaissance de tous les acteurs du web finalement qui ont des sites web
avec des enjeux de perf et de qualité. Merci beaucoup, merci Florent Bourgeois. Bon vent à TwicPix et à bientôt sur Bismart. On marque une courte pause et puis on parle ensemble des bienfaits de la numérisation dans la gestion de l'eau. C'est Smart City. La seconde partie de ce Smart Future, on explore la ville connectée, la ville intelligente. Tout à l'heure dans Smart Move, notre rubrique consacrée aux nouvelles mobilités, je recevrai Bertrand Barthélémy, qui est le président de Flowbird, une entreprise française qui est née à Besançon et qui fait aujourd'hui partie des leaders mondiaux de la mobilité urbaine. Mais d'abord, la digitalisation, la numérisation de la gestion de l'eau, ou quand les outils numériques permettent de traquer les fuites. Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. Dans Smart City cette semaine, on explore tout ce que la numérisation, la digitalisation peut apporter au service de gestion de l'eau. Bonjour Geneviève Leboucher, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice des activités accès à l'eau et à l'assainissement à la direction Business Support et Performance de Veolia. Et puis avec nous en visioconférence, Alexandre Boudonne, qui est directeur du support chez Green Citizen, start-up qui est basée à Marseille. Est-ce que vous m'entendez bien déjà ? Oui, très bien, merci. Ça marche, bonjour. Super. C'est quoi Green Citizen en quelques mots ? C'est une start-up labellisée par le ministère de l'Environnement et qui propose toute une gamme de solutions pour la digitalisation des activités autour du cycle de l'eau. Alors, on peut commencer par peut-être le constat. On va faire ça ensemble tous les trois. Je commence avec vous, Geneviève Leboucher. Est-ce qu'on sait ce que ça représente ? Moi, je vais être un peu focalisé sur les fuites d'eau. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses, mais est-ce qu'on sait ce que ça représente, les fuites d'eau, les gaspillages dans notre réseau ? Parce que c'est tellement gigantesque, le réseau français. Qu'est-ce que ça représente ? Alors, Est-ce qu'on peut répondre à la question ? Vous avez raison, c'est tout à fait... c'est très, très difficile de répondre à cette question. Tout d'abord parce que, en fait, l'eau, c'est quelque chose de local. Oui. Et donc, à chaque fois, en fait, il faut repenser la situation de l'eau localement. Lorsqu'on a de plus en plus, on voit tous les étés des périodes de tension sur les ressources. On ne passe plus maintenant un été sans qu'il y ait des restrictions d'eau dans une grande partie de la France, mais et ailleurs dans le monde. Bien sûr. Et la première raison, c'est que l'eau, ça ne se transporte pas. Pourquoi ? Parce que c'est lourd et ça demande beaucoup d'énergie en fait pour être utilisé loin de sa source. Et donc en fait, c'est une multiplication de circuits et de réseaux locaux, c'est ça ? En fait, c'est comme dans le marché. C'est une question d'offre et de demande. Et donc à chaque fois, il faut se poser la question, quelle est la ressource disponible ? Et quels sont les usages localement qui sont indispensables. Et parmi les usages, il y a l'activité économique, il y a les villes qui vont demander beaucoup d'eau. Et donc avec, d'une part, le changement climatique qui va intensifier encore de plus en plus toutes ces tensions sur la ressource, l'accroissement de la population, l'accroissement des activités. Tout ça fait qu'effectivement, on va avoir, même en France, et ça c'est quelque chose qui surprend de plus en plus les concitoyens, de la tension sur la ressource. Et donc pour ça, il faut, avoir des bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques, c'est effectivement avoir des réseaux qui, entre guillemets, gaspillent le moins possible d'eau. Mais également, il y a plein d'autres actions. Des actions, avoir des compteurs, développer le télérelevé, encourager les consommateurs à avoir des consommations vertueuses. Donc toutes ces actions, qui d'ailleurs, pour beaucoup d'entre elles, font appel également au digital. Mais alors c'est quoi ? Ça marche comment ? C'est des capteurs qui sont placés en différents points stratégiques du réseau, des canalisations ? Comment ça fonctionne ? Ça fait très longtemps, effectivement, qu'on travaille sur l'amélioration des rendements de réseau. Et d'ailleurs, en France, les rendements, ils sont plutôt assez bons. Si on compare par rapport à d'autres pays dans le monde. C'est quoi les chiffres ? On va avoir, si je prends par exemple les chiffres Veolia dans le monde, on est à plus de 80%, autour de 83% en France. Ce qui est excellent. Donc on pourrait même se demander, est-ce que d'un point de vue
environnementale, ça a un sens d'aller au-delà? Certainement non. En revanche, ce qu'il faut regarder, c'est dans ces 83%, on a des très bons élèves et on va avoir dans d'autres zones des rendements qui sont beaucoup plus... Quand vous dites rendement plus faible, ça veut dire qu'il y a du gaspillage ou des fuites ou des... Ça veut dire qu'il y a des réseaux qui peuvent être vieillissants, qui présentent des fuites, et donc il y a de l'eau qui s'échappe et qui retourne à la ressource. Ouais. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on met souvent l'accent, lorsqu'on parle des fuites d'eau, sur les pertes en eau, mais c'est aussi derrière des pertes en produits chimiques et des pertes en énergie, parce que cette eau-là qui est perdue, c'est de l'eau qui a été traitée en amont. Évidemment. Je reviens vers vous, Alexandre Boudon. La numérisation, vous l'utilisez comment? Je sais par exemple qu'à Marseille, il y a des capteurs. On est encore dans un cas de figure un peu différent. C'est quoi ce que vous proposez dans la ville de Marseille? Alors, en fait, dans les activités du petit cycle de l'eau, il y a l'approvisionnement qui vient d'être évoqué, et après, il y a la collecte des eaux usées et des eaux pluviales. Et puis après, il y a l'usage. Donc là, à Marseille, ce qu'on fait, c'est qu'on met des capteurs dans le réseau pluvial, c'est-à-dire dans les avaloirs, les trous qui absorbent l'eau sous les trottoirs. Et en fait, il se trouve que tous les déchets qui sont abandonnés sur la chaussée finissent par s'accumuler dans les avaloirs. Et lorsqu'il y a une pluie significative, ces déchets sont rejetés dans le milieu, dans les rivières ou en mer. Ils ne sont pas filtrés. Et donc l'idée, là, c'est de mettre des capteurs de niveau pour aller curer les avaloirs au bon moment, au bon endroit, donc être plus efficace et surtout éviter des rejets de dizaines de tonnes de déchets en mer, à Marseille par exemple, en Méditerranée. Donc oui, c'est vraiment un impact direct sur la pollution en Méditerranée. Vous avez pu l'évaluer, un avant et un après? C'est en cours, c'est-à-dire qu'on a déployé 1200 capteurs l'année dernière, on est en train d'en déployer 2500 et c'est un des objectifs de cette année. La base de calcul, c'est que auparavant, l'exploitant collectait entre 200 et 250 tonnes de déchets par an. On estime pouvoir quasiment doubler ce volume de déchets. Le défi pour vous, Alexandre Boudon, le défi de la numérisation, c'est quoi? Parce que c'est facile, j'imagine, quand on installe, quand il y a une nouvelle installation, mais sur des canalisations, sur des systèmes anciens, c'est plus compliqué. C'est quoi le défi pour vous? Le défi, c'est de proposer des solutions simples et frugales pour vraiment rendre service à l'environnement. Et la personne de Veolia qui témoignait tout à l'heure, je crois que c'est Bérangère, je ne me souviens plus du prénom. Pardon. Geneviève Le Boucher. Geneviève l'évoquait, c'est-à-dire qu'il faut déployer des solutions technologiques qui ont un bénéfice final. C'est-à-dire que s'il y a une contribution et que l'impact est plus négatif que positif, c'est pas la peine de le faire. Donc il faut vraiment concevoir des solutions sur des sujets avec un impact environnemental fort et des solutions simples qui ont un vrai impact sur l'environnement. Ça marche dans les grandes villes, mais ça marche aussi dans les camps de réfugiés avec Green Citizen. J'ai vu ça, j'ai vu que vous étiez en action en Ouganda ou encore au Bangladesh. Vous les avez équipés de capteurs connectés. Dans quel cadre? C'est vraiment intéressant d'expliquer comment ça fonctionne. Alors là, c'est le HCR, le Haut Comité aux réfugiés des Nations Unies, là, qui exploite ces camps de réfugiés. Et nous, on a mis des capteurs de niveau pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable des réfugiés. Et puis, on est en train de déployer au Bangladesh, dans des infrastructures qui sont plus pérennes, des capteurs de niveau de nappe phréatique et de pression dans les réseaux. Et technologiquement, c'est pas très compliqué. L'idée, c'est que ce soit simple d'utilisation, robuste, c'est ça? Oui. Non, en fait, il y a des technologies qui sont avec des initiatives françaises, Sigfox et LoRa, qui sont des réseaux de communication et qui rendent le déploiement de ces nouvelles technologies à l'échelle possible, alors qu'avant, c'était pas possible. Donc, c'est des réseaux de communication qu'on appelle 0G, qui consomment très très peu d'énergie et qui permettent à ces capteurs de communiquer avec une autonomie de plusieurs années. Geneviève Le Boucher, vous travaillez avec d'abord les grandes villes ou pas seulement Pas seulement. Ouais. Et je confirme, les capteurs sont des choses qui existent déjà depuis longtemps, depuis un certain nombre d'années. Et l'innovation, elle n'est pas... Alors, elle est où l'innovation? Donc les capteurs, ils vont permettre d'écouter
d'écouter les réseaux, Ouais. un peu comme lorsque le médecin écoute les battements de notre cœur. C'est un peu le même principe. L'innovation, ça va être d'utiliser des algorithmes pour pouvoir récupérer l'ensemble des informations qui sont collectées, y compris les informations de comptage provenant des compteurs télérelevés, pour pouvoir, secteur par secteur, sur l'ensemble des réseaux d'une collectivité, définir en fait quelles sont les typologies de consommation. Quelles sont les consommations, je dirais, naturelles, qui correspondent à un appartement? Quelles sont les consommations qui correspondent à des usages de type incendie? Et quelles sont les pertes? Et pour faire ça, on s'appuie en fait sur l'intelligence artificielle, sur des algorithmes qui nous permettent en fait de prioriser les secteurs d'intervention. Et à partir du moment où on priorise les secteurs d'intervention, ça veut dire qu'on va intervenir sur le terrain exactement là où c'est nécessaire. Ça veut dire qu'avant, vous étiez un peu à l'aveugle ? Avant, ce qu'on faisait, c'était des campagnes systématiques. Et régulièrement, on parcourait l'intégralité du réseau. Et donc, ça voulait dire qu'on pouvait passer du temps dans des zones où, en définitive, il n'y avait pas beaucoup de fuites. Donc là, l'avantage du digital, c'est que ça nous permet d'être plus efficaces. Et ça partout, finalement, dans toutes les régions, quelle que soit la taille de la ville, en fait. Alors, c'est effectivement pas nécessairement un souci de taille de ville. En revanche, il faut effectivement avoir déployé du télérelevé pour pouvoir utiliser tout le bénéfice de ces algorithmes. Ça ressemble à quoi? C'est une espèce de tableau de bord avec un réseau qui s'affiche et des boutons rouges qui disent alerte, pardon d'être basique. Effectivement, mais c'est une très bonne image. Oui. On a développé effectivement nos plateformes digitales. Ce sont les upgrades qu'on a déployés sur l'ensemble des activités de Veolia, eau, énergie, déchets. Et effectivement, ce sont des écrans, donc un peu comme les écrans qui nous entourent, sur lesquels nous pouvons visualiser le réseau souterrain, faire tourner les algorithmes d'optimisation et bien identifier les rues dans lesquelles on doit intervenir. Et la beauté de tout ça, c'est qu'à partir du moment où on a cette plateforme numérique qui est disponible, ces upgrades qui sont disponibles, ils peuvent être également disponibles pour nos clients. Et donc, ça permet aux clients, les services techniques des collectivités, d'avoir un accès à l'information. Donc, ça améliore la transparence, en fait, des services qu'on a. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre? C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire, des secteurs, des kilomètres de canalisation qui ne sont pas encore équipés de ces capteurs et qui donc fonctionnent à l'ancienne? Alors, je le disais, il y a deux types de capteurs. Il y a les capteurs qui vont écouter le réseau. Donc ça, ce sont des pratiques qui commencent à bien se déployer. En revanche, le télérelevé n'est pas déployé partout. Actuellement, pour Veolia, nous avons autour de 24 millions de compteurs connectés dans le monde, et nous desservons pardon, c'est pas 24 millions de compteurs connectés, c'est 24 millions de personnes qui bénéficient en fait d'un service avec du comptage connecté, sachant que dans les appartements, il peut y avoir plusieurs personnes. Ouais. Et ce 24 millions est à mettre en regard aux 95 millions de personnes que nous desservons dans le monde. D'accord, donc il y a encore de la marge de progression. Alexandre Boudonne, vous, alors autre thématique, mais qui est vraiment très intéressante et très grand public, c'est la thématique de l'arrosage public. Comment vous intervenez et dans quelle ville autour de cette thématique ? Alors on propose des services d'arrosage intelligent à partir de capteurs connectés, mais aussi d'actionneurs, c'est-à-dire qu'on commande des électrovannes. On fait ça à Florence en Italie, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Cahors. Et l'idée, c'est de mesurer l'humidité du sol pour conditionner l'arrosage. Et avec ces dispositifs, on arrive très simplement à économiser au moins 50% d'eau d'arrosage des espaces verts publics sur une saison.
D'accord, et ça veut dire que ça joue un rôle aussi, on est en plein débat autour du réchauffement, du dérèglement climatique, des pics de chaleur, on en a vu encore récemment en Amérique du Nord avec ce que ça représente en termes de santé publique. L'arrosage intelligent, il peut jouer un rôle face à ces problématiques ? Là, on est soumis il y a des collectivités qui sont soumises à des arrêtés préfectoraux qui interdisent l'arrosage. À partir du moment où les collectivités sont capables de démontrer qu'elles ont un arrosage raisonné, elles sont capables de continuer à entretenir leurs espaces verts qui proposent un cadre de vie qui est plus agréable. Vous travaillez sur l'avenir aussi, Alexandre Boudon. Comment vous voyez c'est quoi les dernières innovations ou les prochaines innovations que vous avez en tête ? L'idée, c'est notre sujet à nous, c'est l'IoT au service de l'environnement. Et donc, on continue à développer toute une gamme de solutions sur le petit cycle de l'eau. Donc, on a évoqué, il y a l'approvisionnement en eau, il y a l'utilisation avec les espaces verts, et puis après, il y a la collecte des eaux pluviales, on en a parlé, et puis les réseaux d'assainissement aussi. Donc par exemple, on a une évolution dans les villes où les réseaux d'assainissement ont de plus en plus de nuisances olfactives parce qu'on ne peut plus avoir des siphons qui empêchaient les odeurs de remonter à cause des moustiques. Et donc du coup là on développe des solutions d'H2S qui sentent les odeurs des capteurs et qui permettent aux exploitants et aux collectivités de lutter contre les odeurs en ville. Merci, même question, juste en 30 secondes pour conclure, une innovation comme ça qui est dans les tuyaux, c'est le cas de le dire, de Veolia. Il y a trois domaines. Il y a les plateformes numériques, je parlais du upgrade, on en a 70 actuellement, autour de 70 dans le monde, on va encore les développer. Le développement des algorithmes, on a parlé beaucoup des réseaux d'eau, mais on le fait dans d'autres pans de notre activité, par exemple sur l'efficacité énergétique de nos installations. Et puis également, on travaille au niveau des capteurs et on a mis en œuvre, par exemple, une bouée dans lesquelles se trouve un certain nombre de capteurs qui permet de mesurer la qualité d'eau dans les cours d'eau en amont de nos prises d'eau. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir éclairé nos lanternes autour de la digitalisation de la gestion de l'eau. On passe à Smart Move, notre chronique Nouvelle Mobilité. Smart Move avec Bertrand Barthélémy, bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes le président de Flowbird. Alors, on fait un peu d'histoire. C'est une histoire centenaire qui commence à Besançon dans les années 20, c'est ça ? Tout à fait. La compagnie des compteurs, donc, des compteurs électriques, ce qui ressemble un peu à ce dont vous parliez avec les compteurs d'eau juste avant. Et puis, c'est une entreprise qui, au fur et à mesure, a évolué avec l'évolution des besoins des villes et des collectivités territoriales. Donc il y a eu les compteurs électriques, les horodateurs, et puis il y a un pivot digital qui est important, il faut y passer assez vite, c'est quoi ? Exactement, depuis une dizaine d'années, on est passé de on fabriquait des équipements à on fabrique des logiciels qui permettent de rendre la mobilité plus fluide, plus simple et plus rapide à l'intérieur des agglomérations. D'accord, donc vous êtes devenu un groupe qui opère des services digitaux. C'est quoi aujourd'hui votre place sur le marché mondial des mobilités urbaines ? Donc nous, notre positionnement, c'est d'offrir la plateforme technologique qui permet aux villes d'organiser la mobilité intelligente, écologique sur leur territoire. Donc c'est cette plateforme logicielle que nous leur fournissons. C'est une plateforme qui gère les identités, donc savoir si vous êtes un résident de la ville, si vous êtes jeune, si vous êtes retraité ou si vous êtes un touriste. Et donc vous avez droit à des tarifs qui peuvent être différents ou des droits d'accès qui peuvent être différents. Donc c'est les identités, c'est fournir des droits, donc le droit de prendre un bus, le droit de stationner pendant 1 heure, le droit de vous garer ou d'accéder au centre-ville, et puis processer le paiement. Parce que tout ça, il faut bien processer le paiement. Évidemment. Et donc nous, notre métier, c'est de fournir cette plateforme que les villes mettent à disposition des opérateurs de transport, donc par exemple les opérateurs de bus, les opérateurs de parking, les opérateurs de vélos partagés. Donc ces gens-là viennent se connecter à la plateforme et nous, on rend ça simple pour l'utilisateur final, de façon à ce qu'il n'ait pas à s'enregistrer dans un monde idéal pour chacun des modes de transport et que la ville puisse avoir une vision globale de l'ensemble de ces moyens de transport, la possibilité d'être sûr que quand un service a été acheté, l'argent arrive sur son compte, et puis
de pouvoir favoriser un mode de transport plutôt qu'un autre, en particulier les modes de transport que l'on appelle doux aujourd'hui, donc plus écologiques. Alors, il y a différents usages, mais on peut, en simplifier, on peut dire que tout peut passer par son smartphone. Alors, ça passe par le smartphone ou vos cartes bancaires ou votre carte Navigo, par exemple, n'importe quel type d'identifiant. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que ce soit simple. Donc, par exemple... C'est-à-dire que la carte bancaire peut servir de type de transport. Tout à fait, c'est une des grandes innovations. Donc, ça a été inventé par les Anglais. Pour les Jeux Olympiques de Londres il y a quelques années. C'est quelque chose qui est parti d'Angleterre et qui se développe très très vite maintenant en France. C'est-à-dire que votre carte bancaire sans contact est utilisée comme un identifiant. Et à partir de là, vous pouvez rentrer dans un bus, monter dans le bus, vous présentez votre carte bancaire sur le valideur, vous entendez bip. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc pas besoin d'acheter un ticket à l'avance, pas besoin d'acheter un pass Navigo par exemple. Tout ça est sur votre carte bancaire et nous on fait en sorte que votre titre de transport ait été acheté. S'il y a un contrôleur, il va lire votre carte bancaire, il sait si vous êtes en règle ou si vous n'êtes pas en règle. Et donc ça simplifie la vie. Et puis, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on est en train d'enchaîner les modes de transport. Donc, vous êtes capable de passer du bus au métro, de votre voiture que vous garez dans un parc relais au train régional, puis au métro, puis au bus, et tout ça. Et suivant la politique de la ville, on peut vous offrir, par exemple, le service de dire le maximum que vous allez payer dans la journée, ça va être 10 €. Quel que soit le nombre de moyens de transport que vous enchaînez, ou si vous êtes jeune, vous avez tel type de tarification, vous êtes touriste, vous avez un autre type de tarification, tout ça sans avoir à s'enregistrer à chaque fois et à réfléchir à quel est le tarif optimum dans vos déplacements urbains. Alors vous venez de décrocher le marché de Monaco. Est-ce qu'il y a des innovations, les toutes dernières innovations qu'on va pouvoir tester ou voir à l'œuvre là-bas? Alors tout à fait. Donc ce qui est intéressant à Monaco, c'est qu'on a réussi à mettre sur la même plateforme, celle que je vous décrivais, différents moyens de transport. Donc, il y a le parking de surface. Vous arrivez en Monaco avec votre voiture. Vous n'avez pas besoin d'aller complètement au centre. Vous pouvez garer votre voiture. Donc, aujourd'hui dans la rue, demain dans la rue ou dans un parking d'ouvrage. Après, vous montez dans le bus, toujours sans avoir à vous inscrire. Vous présentez votre carte ou votre téléphone sur le valideur. Vous pouvez ensuite prendre un vélo partagé. Donc pas besoin, pareil, de vous identifier différemment. Demain, ce seront les voitures partagées. Et puis après, Monaco va même jusqu'à dire, ça peut être les bus touristiques ou pouvoir rentrer dans tel ou tel musée. Tout ça avec votre carte, sans avoir à réfléchir, sans avoir à essayer de vous demander c'est quoi le chemin optimum. Oui, avec la carte bancaire, encore une fois. Par exemple, la carte bancaire, ça peut être... Ça veut dire qu'il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas d'inscription préalable. Vous pouvez vous inscrire préalablement, mais on vous reconnaît. Alors, quand vous dites la carte bancaire, parce que tout le monde a ça, mais ça peut être votre téléphone, ça peut être votre Google Pay, votre Apple Pay. Mais c'est pour ça que je repose la question. Est-ce qu'il faut forcément un abonnement? C'est-à-dire là, je vais à Monaco, est-ce qu'il faut que je m'identifie avant de pouvoir utiliser tous ces services ou... Pas du tout. C'est-à-dire que si vous êtes un touriste, vous venez une fois, vous passez votre carte, c'est fini. Et si vous êtes contrôlé, vous êtes en règle. Si vous êtes avec votre fils, vous passez 2 fois la carte, le contrôleur passe, il y a 2 tickets, vous êtes en règle. Rien à faire. Par contre, si vous êtes un résident de Monaco et que vous avez un tarif particulier, il faut l'avoir fait reconnaître une fois. Mais ensuite, on sait que cette carte-là, elle est attribuée à quelqu'un qui a tel ou tel type de droit. Et c'est là où la ville peut essayer de générer des politiques qui peuvent permettre de dire garez-vous plutôt en périphérie pour ensuite prendre un moyen doux, que ce soit un vélo, que ce soit un bus ou un véhicule électrique, pour essayer d'influencer le comportement, mais de façon positive. C'est une écologie positive, ce n'est pas une écologie négative. Et nous, notre mission, c'est de permettre aux villes d'avoir cette plateforme technologique qui leur permet de rendre la vie simple pour les utilisateurs et qui est simple à gérer pour la ville. Pour conclure, en 30 secondes, vraiment, on est parti du début de l'histoire, il y a un siècle à Besançon. Aujourd'hui, vous opérez dans combien de pays et pour combien d'utilisateurs? Alors aujourd'hui, on opère dans plus de 80 pays, 4350 villes clientes dans le monde. C'est ça qui est fantastique chez nous, c'est vous promenez un peu partout dans le monde, vous voyez nos matériels, vous voyez nos logiciels. C'est la grande fierté de nos équipes, avec des clients avec lesquels on travaille depuis des dizaines d'années. C'est-à-dire quand on commence... Comme ce qu'on livre, c'est de la qualité et qu'on est au service de nos clients. Et ça fait combien de... Et ça fait une centaine de millions de personnes par semaine qui utilisent nos systèmes
à peu près 80 pays. Et ben voilà, une belle histoire. Merci beaucoup. Merci Bertrand Barthélémy. Bon vent à Flowbird. Voilà, c'est la fin de ce Smart Future. Merci à Olivia Hieré-Dobré qui m'accompagne depuis le début de la saison pour ses chroniques, mais aussi à la préparation de Smart Future et de Smart Impact. Je vous souhaite un bon week-end et je vous donne rendez-vous lundi pour le prochain Smart Impact, justement. Salut. Ce programme vous a été présenté par SEAT.